implémenter une topologie de travail. Par la suite, nous allons configurer les équipements terminaux et les équipements intermédiaires. Alors, pour monter notre topologie, nous avons besoin de deux routeurs. Je vais dans la rubrique routeur. Je sélectionne très souvent l'avant-dernier qui est routeur générique et dispose des interfaces pour ma topologie, notamment deux interfaces face Ethernet et deux interfaces série. Alors j'ai besoin de deux routeurs. Je maintiens CTRL. Je mets le premier, le deuxième dans l'espace de travail. J'ai besoin de deux commutateurs également. Là, dans la rubrique switch, je prends le premier qui est un commutateur Catalyst qui possède 24 ports face Ethernet. Bon, je place un dans le LAN 0, un autre dans le LAN 2. J'ai besoin des équipements terminaux. Bon, je vais dans la rubrique End Device. Le premier est un poste classique. Je maintiens CTRL, j'installe 2 dans l'espace de travail, 3, 4. Je récupère également un serveur générique. J'ai besoin d'un concentrateur, donc dans la rubrique Hub, je prends le premier qui est un concentrateur générique, un Hub classique, je l'installe. J'ai besoin d'un routeur sans fil pour la configuration du réseau sans fil, donc je vais dans la rubrique Wireless Device. Je récupère Linksys qui est un routeur sans fil, je l'installe dans l'espace de travail. Et pour la connectivité des autres sans fil, je vais récupérer deux laptops. J'installe un, je prends le deuxième. Alors pour terminer le montage de ma topologie physique, je vais interconnecter les différents équipements à travers des câbles. Donc dans la rubrique Connection, j'aurai besoin d'un certain nombre de câbles droits UTP. Je maintiens CTRL, je sélectionne. Je vais connecter le switch au routeur sur le port face Ethernet. Je vais connecter le PC sur son port Ethernet au switch. Je répète la procédure. Je vais connecter les PC au hub. PC 3 également. Ensuite, je vais connecter PC4 au switch du LAN 2, le serveur au switch du LAN 2 et le routeur 2 sur son port face Ethernet au switch du LAN 2. Je connecte également ce switch là au routeur sans fil. Je remarque que pour le routeur sans fil, j'ai deux types de ports, le port Internet et des ports Ethernet. Alors, le réseau filière doit être connecté sur le port Internet que je sélectionne. Ensuite, je vais récupérer un câble croisé. Je connecte mon hub du LAN 1 sur le switch de ce réseau. Je termine mes connexions physiques en sélectionnant une liaison série pour interconnecter les deux routeurs. Je vais remarquer que ces deux câbles là sont en fait les câbles série. L'un possède une horloge, l'autre pas. Alors, dans une connexion série entre les routeurs, il y a toujours une extrémité avec horloge qui sera appelée extrémité DCE, une extrémité sans horloge qui sera appelée DTE. Alors, lorsque je sélectionne un de ces câbles là, l'équipement sur lequel je vais connecter va jouer le rôle indiqué par l'information en dessous. Donc je récupère l'extrémité DTE, ça signifie que mon routeur, celui sur lequel je clique en premier, sera DTE, c'est-à-dire sans horloge, et celui sur lequel je clique en deuxième sera l'extrémité DCE, c'est-à-dire avec horloge. Je peux le vérifier par la suite en pointant sur le câble. Je verrai quelle est l'extrémité avec horloge. Plus tard dans la configuration, je vais réaliser une configuration supplémentaire sur cette extrémité en configurant une fréquence d'horloge. J'ai terminé avec le montage physique de ma topologie. Je peux glisser, déplacer les éléments pour ajuster la disposition.
que je fais. Ok, je déplace le routeur sans fil. J'ajuste les machines de ce réseau. Je fais pareil dans le LAN 1. J'ajuste la position des postes. Alors, je vais renommer mes postes pour avoir une numérotation commençant par 1 et non plus par 0 comme c'est le cas actuellement. Celui-là sera le poste 5. Ici, j'ai le poste PC4, là PC3, là PC2 et enfin là PC1. Pour mes commutateurs, je fais pareil. Lui, il est dans le LAN 2, ce sera switch 2. Lui, dans le LAN 1, ce sera switch 1. Le routeur, je vais le nommer R1, celui du LAN 1 et le deuxième R2. Pour les laptops, je fais pareil. Le deuxième, c'est laptop 2. Le premier, c'est laptop 1. Le serveur, je n'en ai qu'un seul, je vais l'appeler juste serveur. Ma topologie est actuellement montée. Il me faut configurer l'appel protocolaire. Au niveau des machines ou équipements terminaux, je vais renseigner les paramètres IP. Ensuite, au niveau des équipements intermédiaires, je vais réaliser les configurations nécessaires. Alors, pour les besoins d'adressage de notre réseau, au préalable, nous avons sélectionné un préfixe réseau de classe C qui est 192.168.1.0/24. Après une étude, on a supposé que les besoins en matière d'adresse IP pour notre réseau sont les suivants. Dans le LAN 1, on a besoin de 100 adresses IP hautes. Dans le LAN 2, on a besoin plutôt de 30 adresses IP. Dans le wireless LAN, dans le réseau sans fil, on a besoin de 10 adresses IP. Et enfin, dans la connexion réseau étendu, on a besoin juste de 2 adresses IP car c'est une connexion point à point. Alors, après un mécanisme de découpage en sous-réseau avec masque variable, nous obtenons les préfixes suivants. Pour le LAN 1, nous allons obtenir à partir de ces exigences comme sous-réseau, le réseau ayant l'adresse IP 192.168.1.0 avec un masque qui est /24. Pour le réseau LAN 2, nous allons obtenir le préfixe 192.168.1.128/27. Pour le réseau sans fil, c'est plutôt la valeur 192.168.1.176/28. 76/28. Et pour le réseau point à point étendu entre les deux routeurs, nous avons le préfixe 192.168.1.100 plutôt 176/30. Et dans le réseau sans fil, c'est 1.160/28. À partir de ces préfixes, nous prenons comme règle de numéroter les machines à partir de la première adresse disponible dans le sous-réseau. Cela voudrait dire que dans le sous-réseau du LAN 1, la première machine sera numérotée .1, alors que dans le LAN dans le sous-réseau du LAN 2, la première machine sera numérotée 129. Et puis, nous considérerons que les passerelles
sont numérotées à partir de la dernière adresse du pool. Donc, on va devoir calculer quelle est la dernière adresse disponible dans chaque sous-réseau. C'est cette adresse-là qu'on va affecter aux différentes passerelles. Ainsi, PC1 aura comme paramètre IP, donc je vais dans la rubrique Desktop, IP Configuration, je lui donne l'adresse 192.168.1.1. Le masque, on me propose celui par défaut, je le complète puisque j'ai fait un découpage avec sous-réseau, avec masque variable, donc c'est .128. La passerelle par défaut, je calcule la valeur de la dernière adresse dans ce pool, je vais obtenir 1.126. Le DNS, on va renseigner comme DNS le serveur qui se trouve au niveau du LAN 2. Il sera une machine classique, donc je vais supposer que c'est la première adresse disponible dans le pool. Ça me donne comme valeur de DNS la 1.129. Je réalise les mêmes configurations sur PC2. Il aura comme paramètre IP la deuxième adresse, le même masque que celui de PC1, la même passerelle par défaut et le même DNS. Idem pour PC3, troisième adresse, même masque, même passerelle, même DNS. PC4, quatrième adresse, même masque, même passerelle, même DNS. PC5, il est dans le réseau LAN 2. Serveur possède déjà la première adresse, donc à lui, je vais affecter la deuxième adresse de ce pool qui sera la .130. Le masque, c'est 1/27. Après un calcul en écriture décimale, je vais obtenir 224 sur le dernier octet. La passerelle, c'est la dernière dans ce sous-réseau. Après un calcul, j'obtiens comme passerelle .158. Le DNS, c'est le même dans tout le réseau, .129. Je réalise également les configurations au niveau du serveur. Donc, paramètre IP, première adresse, c'est lui le DNS, .129. Le masque est le même que pour tous les autres du réseau LAN 2, .224. La passerelle, .158. J'ai pas besoin de renseigner de serveur DNS pour lui, il est déjà le serveur DNS. Donc là, j'ai terminé la configuration des équipements terminaux. Actuellement, je peux tester la connectivité par paire. Donc PC1 est capable de communiquer avec PC2. Ils sont dans le même sous-réseau et n'ont pas besoin d'une passerelle intermédiaire pour leur communication. C'est pareil entre PC3 et PC4. Je peux également vérifier la connectivité entre PC5 et le serveur. Alors ces vérifications, je le vois dans le panel de contrôle de simulation qu'effectivement le paquet est envoyé avec succès. Je peux également réaliser la même vérification directement en ligne de commande. Donc je vais aller sur l'onglet Desktop, je vais sélectionner l'utilitaire Command Prompt et là je vais taper comme classiquement on le fait en MS-DOS la commande de ping 192.168 par exemple 1.1 qui est le PC1. Je vois bien que le paquet effectue un aller-retour et que je reçois une réponse au niveau de PC2. Alors PC2 peut-il communiquer avec sa passerelle? Donc je vérifie quelle est la passerelle configurée avec la commande IP config/all. Je peux voir effectivement que son adresse MAC est renseignée, son adresse IP V4 est renseignée, son masque de sous-réseau, sa passerelle et le serveur DNS. On vérifie également qu'il y a une adresse IPv6 qui a été auto-configurée. On reviendra sur IPv6 plus tard. Alors, je peux faire ping pour vérifier la connectivité avec la passerelle 192.168.1.126.
je m'attendrai à ce que cela ne marche pas, puisque, comme c'est visuellement représenté, la passerelle, la liaison entre le switch et la passerelle est désactivée. Donc, je le vérifie bien, je ne reçois pas de réponse. Request timeout pour les 4 messages envoyés. Je vois bien que j'ai un pourcentage d'échec de 100%. Donc, ce qui me reste à faire, une fois que j'ai configuré mes équipements terminaux, pour assurer la communication globale de tous les postes, c'est-à-dire vérifier que les postes du LAN 1 sont capables de communiquer avec les postes du LAN 2, je dois configurer les équipements intermédiaires. Alors, parmi les équipements intermédiaires configurés, j'ai éventuellement le hub, le switch et les routeurs. Alors, les hubs et les switches n'ont pas besoin d'être configurés pour assurer leur fonction dans le réseau. Par défaut, leurs paramètres permettent de les installer dans le réseau et ils sont déjà fonctionnels. C'est pour cette raison que je ne vais pas les configurer car, comme je peux le remarquer, leurs ports sont déjà activés et ils réalisent leur fonction. Pour le concentrateur au niveau de la couche 1, donc répéter chaque fois le signal qu'il reçoit. Pour le switch, prendre des décisions basées sur l'adresse MAC pour le transfert des trames. Pour la configuration du routeur, je vais sélectionner un câble console, c'est le deuxième câble, le premier étant la connexion automatique. Donc, je sélectionne le câble bleu ciel, je choisis un PC à partir duquel je vais configurer mon routeur. Je le connecte sur le PC, le câble console sur le port série, encore appelé port RS232, et au niveau du routeur, je connecte mon câble console sur le port console. Je lance à partir du PC l'utilitaire qui permet de configurer et d'avoir l'écran du routeur qui est l'utilitaire terminal. Les paramètres qui sont renseignés par défaut sont les bons. Je clique sur OK. Alors là, j'ai l'écran de mon routeur et la configuration du routeur va se faire à travers le port série de ma machine. Donc, il me demande, voulez-vous rentrer le dialogue initial? Je vais lui dire non. Je valide par entrée. Il me dit press return to get started. Donc je valide. Alors je remarque que le nom de mon routeur actuellement par défaut c'est routeur. Je suis en mode utilisateur. Je fais enable pour passer en mode privilégié. Alors il faut réaliser un certain nombre de configurations sur mon routeur. Quelles sont les configurations recommandées? Alors, par défaut, lorsque le routeur arrive, il n'a pas de configuration. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va réaliser un certain nombre de configurations. Alors, il est recommandé pour la configuration initiale, que je vais encore appeler configuration de base d'un routeur, de configurer au moins 4 éléments. Le premier, c'est en fait de donner un nom d'hôte au routeur. Le nom d'hôte correspondra encore au nom du routeur. Chaque fois que je vais avoir le prompt, je saurai sur quel routeur je suis. Ensuite, je vais configurer, je vais sécuriser les accès au routeur. Sinon, tout le monde pourra accéder à mon routeur et modifier sa configuration. Les différents accès au niveau du routeur sont au nombre de 3. On a l'accès à la console, encore appelé mode utilisateur. Par défaut, ce mode n'est pas protégé, donc je n'ai pas besoin de mot de passe pour avoir le prompt utilisateur. Moi, je vais modifier cet état de choses de sorte que chaque fois pour avoir le prompt utilisateur, on soit obligé de s'authentifier en tapant un mot de passe. Ensuite, je vais sécuriser l'accès au mode privilégié en mettant un mot de passe. Pour avoir accès aux commandes de modification ou bien aux commandes avancées du routeur, on devrait s'authentifier avec un mot de passe. Et enfin, je vais également donner
la possibilité de configurer notre routeur à distance, c'est-à-dire sans forcément être physiquement devant le routeur, à travers les protocoles de configuration tels que Telnet et SSH. On aura la possibilité d'avoir accès à distance au routeur, donc via Telnet ou SSH. Dans notre cas, on va commencer par configurer juste Telnet, SSH étant un peu plus complexe. En 3, on va également configurer les interfaces du routeur. Dans notre cas, il s'agira des interfaces Ethernet et des interfaces série. Plus tard, ça pourrait être d'autres types d'interfaces. Et enfin, étant donné que c'est un routeur, on aurait éventuellement à configurer le routage pour qu'il puisse communiquer dans des réseaux distants, vers des réseaux distants. Donc voilà les 4 éléments de base qui vont constituer la configuration initiale d'un routeur. Alors on va commencer par le premier élément, proposer un nom d'hôte au routeur. Donc je reviens sur PC1, j'ai la console du routeur R1, actuellement par défaut appelé routeur. Je passe en mode global à travers la commande configure terminal. Vous remarquez que je tape juste conft parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Je vois sur le prompt que j'ai changé de mode. J'utilise la commande hostname R1 pour donner le nom R1 à mon routeur. Le prompt il change, il ne s'appellera plus routeur comme par défaut, mais plutôt R1. Ensuite, je dois sécuriser les accès à mon routeur. Alors, pour sécuriser les accès, toujours en mode global, je vais utiliser la commande line console qui me permet de passer en mode console ou bien en mode de configuration du mode utilisateur. Et ce mode, il s'appelle console 0. Donc, je tape line compte 0, je valide. Je vois bien que le prompt il change. Il me dit je suis en mode ligne. Alors, je dois taper un certain nombre de commandes pour configurer cette console. Si je fais point d'interrogation, là, on m'affiche la liste des commandes disponibles pour pouvoir configurer la console. Les commandes qui m'intéressent sont des commandes password qui permettent, je le vois, de définir un mot de passe pour la console, et la commande login qui permet d'activer la vérification de ce mot de passe. Donc, je vais taper la commande password. Le mot de passe que je veux pour ma console, je vais l'appeler user pass. Ensuite, je tape login pour activer la vérification du mot de passe lors de l'accès à la console. Donc, si je fais exit, je rentre en mode privilégié. Avec la commande disable, je rentre en mode utilisateur. Lorsque je fais exit dans le mode utilisateur, le routeur en fait passe à une espèce de veille, dont il n'y a rien pratiquement sur la console. Alors, pour vérifier cette demande de mot de passe, en tapant sur entrée, je devrais avoir le prompt utilisateur. Mais comme j'ai défini un mot de passe, il me demande de m'authentifier. Alors, je connais ce mot de passe, c'est user pass, celui qu'on venait de définir. Je vois bien qu'il accepte le mot de passe. Donc, la console est dorénavant protégée. Je fais enable, je passe en mode privilégié. C'est pas encore protégé, donc tout de suite on le protège. Je fais conft pour passer en mode global. Pour protéger l'accès au mode privilégié, on va utiliser la commande enable secret qui prend comme paramètre le mot de passe qu'on veut pour l'accès au mode privilégié. Alors je vais taper super user. Ce mot de passe en fait, super user pass, il doit pas avoir d'espace, sinon il sera mal interprété. On verra comme mot de passe celui avant l'espace. Donc, on ne devrait pas avoir d'espace dans le mot de passe. On valide. Donc, actuellement, si je rentre en mode privilégié, ensuite en mode utilisateur, quand je ferai enable, dorénavant, il me demande également un mot de passe. Cette fois-ci, le mot de passe, c'est super user pass. Il accepte.
par mesure de sécurité, on n'affiche rien quand vous tapez le mot de passe pour qu'on n'identifie pas combien de caractères il comporte. Alors, troisième élément de configuration, je vais sécuriser l'accès. Je vais déjà activer la possibilité d'accéder à mon routeur à distance, puis sécuriser cet accès à distance à travers un mot de passe. Donc, je commence toujours par arriver en mode global. En mode global, pour arriver sur les lignes virtuelles, c'est-à-dire les lignes qui permettent de configurer le routeur à distance, j'utilise la commande line, comme tout à l'heure avec console. Mais à la place de console, je vais taper VTY qui correspond aux lignes virtuelles. Il y en a en tout dans un routeur par défaut 5 qui sont numérotées 0 jusqu'à 4. Donc, lorsque je tape comme ça dit je vais configurer les lignes virtuelles allant de 0 à 5. Donc, on pourra avoir jusqu'à 5 connexions concurrentes, c'est-à-dire à la fois lancées sur ce routeur. Donc, je valide. Je suis en mode ligne. Je vais utiliser les mêmes paramètres de configuration que tout à l'heure. Donc, password, je l'appelle virtual pass pour dire le mot de passe pour l'accès à distance du routeur. Et puis, je fais login pour valider ou activer la demande de mot de passe quand on se connecte à distance. Ensuite, je sors. On va vérifier la connexion à distance plus tard. Pour le moment, mon routeur n'a pas de paramètres IP, donc je peux pas lancer une connexion à distance sur ce routeur. Je vais passer dans l'étape 3, activer les paramètres IP sur les interfaces. Alors, quels sont les numéros de mes interfaces? Je vais pointer sur la liaison. Je vois que ce routeur a une interface face Ethernet 00 que je vais configurer, mais également une interface série 2.0 qui n'a pas d'horloge. Donc, je reviens sur le PC. J'ai la console de mon routeur. Conft, je passe en mode global. Interface F00. Je suis en mode interface, donc je le vois sur le prompt. Sur l'interface face Ethernet 00. Je propose une adresse IP avec la commande IP address. L'adresse IP qu'on avait sélectionnée pour cette interface du routeur, c'est 192.168.1.126. Le masque étant /25. J'active l'interface avec la commande no shot. Donc, je vois sur l'écran que l'interface est passée au vert. Donc, l'activité actuellement a lieu sur cette interface là. Je fais exit, je passe à l'interface serial 2.0. Je renseigne l'adresse IP 192.168.1.176. 176 c'est l'adresse du réseau, dont l'adresse IP, la première, c'est 177 avec comme masque 255, 255, 255, 252. Je valide. J'active l'interface avec la commande no shutdown. Donc je vérifie. Visuellement, elle n'est pas activée car son vis-à-vis qui est aussi désactivé. Donc plus tard, quand je vais activer son vis-à-vis, il se rappellera que j'avais déjà activé cette interface qui pour le moment va rester désactivée. D'accord? Donc il me reste comme configuration sur le routeur 1, la configuration du routage. Avant de configurer, d'activer le routage, je peux vérifier par exemple que maintenant PC1 peut accéder à la passerelle. Pour ça, donc je ferme le terminal sur PC1. Alors, il n'est pas multitâche, je ne peux pas lancer deux applications à la fois. Quand je vais lancer la ligne de commande, je suis obligé de fermer le terminal. Je vais revenir dessus, relancer le terminal plus tard. Je fais commande prompt, je refais mon fameux ping vers la passerelle 192.168.1.126. Maintenant, j'ai une réponse de la passerelle. Donc, la liaison est bien activée et le routeur me répond quand je lui ai donné des paramètres IP. D'accord? Je peux même, à distance, essayer d'accéder à mon routeur. Alors, pour accéder, comme le routeur est accessible, à partir de PC1, je peux passer par le réseau. J'utilise la commande telnet. Je fais 192.168.1.126. Et maintenant, il me dit
password sur ma ligne de commande. C'est le password qui protège en fait le routeur pour l'accès à distance. On avait appelé virtual pass. J'ai mal saisi, virtual pass. Donc, vous voyez, je suis sur le routeur. Je le vois avec le prompt qui a changé. Au lieu de PC, je suis maintenant R1. Je suis sur le routeur R1. Donc, je peux faire enable. Je tape toutes les commandes que je taperai sur la console d'un routeur. Enable, il me dit, il faut un mot de passe. On avait défini super user pass. Donc là, je suis en mode privilégié sur le routeur R1 à partir de PC1. Donc, je peux faire par exemple un conf t, passer en mode global, etc. etc. Donc, je vais sortir, je rentre en mode privilégié avec la commande CTRL Z et je sors, j'arrête ma connexion Telnet pour revenir sur le PC avec la commande soit exit, soit logout. Logout, je vais me déconnecter. Donc là, je reviens sur mon PC. Je peux le vérifier avec l'affichage là. Il dit connection to 192.168.1.126 close by foreign host. Donc ça a été arrêté par le routeur. Donc je ferme, je relance le terminal, j'accepte les paramètres, je reviens sur le routeur en console. Alors ces deux interfaces sont vraiment différentes. Avec la connexion console, je passe par le câble bleu ciel, j'envoie les données brutes à travers le port série directement sur le routeur. Avec Telnet, je passe par le réseau à travers l'interface face Ethernet du PC. J'envoie les données sur le câble qui passe par le commutateur. Le commutateur l'envoie éventuellement à d'autres équipements intermédiaires jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau du routeur. Et là, ça passe par le réseau. Donc les configurations passent par le réseau avant d'arriver au niveau du routeur. Donc, je vais également configurer le routeur R2. Donc si on a bien retenu, on devrait à l'avance connaître ce qu'il y a lieu de faire. Je connecte un câble console sur le port série de mon PC RS232. Je le connecte également sur le port console du routeur R2. À partir de PC2, je lance le terminal, je fais OK. Voulez-vous entrer avec le dialogue initial? Je dis non, je valide pour avoir le prompt. Le nom par défaut, comme tout à l'heure, c'est routeur. Je fais enable. Je suis en mode privilégié. Conf t, je suis en mode global. Je donne un nom d'hôte. Hostname, cette fois, c'est R2. Le nom d'hôte est pris en compte. Je fais linecon 0. Passer en mode configuration de la console. Cette fois, au lieu de donner un mot de passe, je peux demander en fait à mon routeur d'utiliser les associations nom d'utilisateur, mot de passe pour les authentifications. Donc là, je vais omettre la commande password. Je vais juste lui dire pour le login que j'active, tu vas utiliser la base de données locale pour les authentifications. Donc au lieu de taper juste login comme tout à l'heure, quand j'avais défini un mot de passe avec password, je lui dis login local. Et là, je sors. Donc, comme je vais essayer de me connecter sur la console, il va aller regarder est-ce qu'il y a un utilisateur qu'il connaît. Donc, il va demander taper le nom d'utilisateur. Ensuite, il va dire taper le nom de passe, le mot de passe. Alors, pour que les utilisateurs soient présents, je vais les créer. Je les crée avec la commande username. Je dis par exemple étudiant avec E majuscule 1 et je dis son mot de passe pour étudiant 1, donc username étudiant 1, password, je vais lui dire son password c'est E passe 1, donc étudiant passe 1, comme ça je valide. Alors, pour vérifier ce qui se passe, et voir la différence avec tout à l'heure, je rentre en mode utilisateur. Donc je viens d'abord sur la racine, ensuite je fais disable, je suis en mode utilisateur, j'enlève le prompt, donc je rentre en veille et là quand je valide, au lieu de me dire password comme tout à l'heure, il dit username. Donc là je dis
étudiant 1, je valide. Password, je fais, c'était E majuscule, passe 1. C'est pas bon. Donc, je reprends étudiant 1, E, passe 1, je valide. Donc là, il accepte. Il me donne le prompt utilisateur. Je fais enable, c'est pas protégé. Conf T, je protège, c'est enable secret, je l'appelle super user pass 2 par exemple. J'active la connexion à distance, line VTY 0, je vais activer une seule connexion au lieu de faire comme tout à l'heure 0 à 4 pour 5 connexions à la fois sur R1. Je vais dire sur R2, on peut pas avoir plus de 2 personnes qui sont connectées. Donc line VTY 0, login local. Donc là-bas, quand je vais me connecter, au lieu de faire juste password, il va dire quel est le username. Je vais taper. Quel est le mot de passe? Je vais taper. Avec ça, je peux créer un deuxième utilisateur, un troisième, et chacun a son mot de passe. Chaque fois, il doit renseigner nom d'utilisateur et puis mot de passe. Par exemple, un deuxième utilisateur, c'est username. Donc, je dois sortir du mode ligne. Je fais par exemple username Kamge avec password mypass par exemple. Donc, si je sors, exit, je fais enable, il me dit username et je peux choisir de me connecter comme étant Kamge. Je valide, je fais mypass, il accepte. Alors que sur R1, c'est toujours le même mot de passe. Cette fois-ci, sur R2, les mots de passe peuvent changer en fonction des utilisateurs créés. Enable, super user pass 2. Super user pass 1. Ah, je l'ai oublié. Super user pass 2. Alors, est-ce que je peux avoir accès aux commandes que j'ai tapées? Je vais faire enable secret super user pass 2. Donc la nécessité en fait de connaître le mot de passe qu'on a tapé, sinon après on a des soucis. Super user pass 2. Bien vu. Super user pass 2. Super user c'est Kamge avec comme mot de passe super user pass 2. Décidément Kamge, je valide, super user pass 2. Non, Kamge c'est mypass. Alors, Kamge mypass enable super user pass 2. Cette fois, ça marche. Alors, je vais faire conf T. Je vais configurer les interfaces. Donc, je fais interface face Ethernet 00, paramètres IP 192.168.158/27. J'active l'interface, je sors, je configure l'interface série 2.0, paramètre IP, c'est la deuxième adresse 192.168.178/30. Je fais attention au masque. Là, je dois
configurer la fréquence de l'horloge. Donc j'utilise la commande clock rate. Les valeurs admises sont 64 000. J'aurais aussi pu taper 56 000. Et ensuite, je fais un no shot pour activer l'interface. Donc je peux regarder sur la zone de travail que l'interface est passée à actif. On me dit line protocol on interface serial 2.0 change state to up. Je valide pour avoir le prompt. Alors à ce stade, est-ce que de R2 je peux accéder à mon vis-à-vis R1? Je fais un ping. On peut faire un ping à partir du routeur plutôt qu'étant sur la machine, sur la ligne de commande. Donc je fais un ping 192.168 1 point. Alors mon vis-à-vis c'est 177. Lui il a l'adresse 178. Donc je valide. Je vois bien qu'il y a des points d'exclamation et on me dit success rate is 100%. Donc là, ça réussit en m'indiquant des points d'exclamation. Alors, est-ce que je peux atteindre l'autre interface? Donc, l'interface que je viens de pinguer, donc, si je pointe sur l'équipement, c'est l'interface série 2.0. Je vois bien l'adresse dessus dans l'infobulle. Est-ce que de R2, je peux accéder à l'interface 192.168.1.126, c'est-à-dire l'interface face Ethernet? On va le tester. Je refais le ping, mais plutôt cette fois à l'interface face Ethernet 1.126. Là, ça met un peu plus de temps. Et au lieu des points d'exclamation, j'ai des points. Donc, au niveau du routeur, un succès, c'est un point d'exclamation, un échec, un point. Donc là, il me dit non, il arrive sur R1, sur l'interface série, qui est partagée d'ailleurs, c'est ce réseau-là avec R2, mais il ne peut pas arriver sur l'interface Ethernet. Alors pourquoi ça? C'est normal. En fait, à l'état actuel, R2 ne connaît pas le réseau dans lequel il y a l'interface face Ethernet. Pour qu'il le sache, il faudrait qu'il soit capable de router. Donc, je peux afficher la table de routage de R2 avec la commande show IP route. Toutes les commandes de show, on les tape sur la racine. Show IP route. Je vois actuellement que dans la table de routage de R2, on a deux routes. Alors C pour dire c'est un réseau directement connecté. Quel réseau? Ben, le réseau 192.168.1.128. Il s'agit de quel réseau? Il s'agit du réseau LAN 2. Il est bien directement connecté à R2. Ensuite, j'ai le réseau 192.168.1.176/30. Il s'agit du réseau sur la liaison série. Donc, pour cette raison-là, comme il ne connaît que deux réseaux, il ne peut envoyer des paquets que vers ces réseaux. Si je veux qu'il soit capable d'accéder à cette interface qui appartient au réseau LAN 1, je dois à tout prix configurer le routage sur R2. Lui indiquer comment atteindre ce réseau. Alors, pour le faire, je dois passer en mode global, comme d'habitude. J'utilise la commande IP route. Le premier paramètre de cette commande, c'est l'adresse du réseau que je veux atteindre. Je vais indiquer à R2 comment l'atteindre. C'est 192.168.1.0. Le masque qui va avec ce réseau, 255, 255, 255, 128. Et l'interface de R2 qui permet d'atteindre ce réseau. Donc, c'est l'interface S20. Je valide. Ensuite, si je rentre sur la racine, je fais un show IP route. Je vois bien que ma table de routage elle a changé. Tout à l'heure, je n'avais que deux entrées. Maintenant, j'ai trois entrées et la nouvelle est étiquetée avec un S. Quand je regarde dans la légende, ça veut dire c'est une route qui est statique. C'est plus une route directement connectée. Dans ce cas, je n'ai rien à renseigner puisque c'est directement connecté, mais c'est un réseau qu'on a configuré de façon statique. On a dit au routeur comment arriver dans ce réseau. En principe, a priori, R2 devrait pouvoir faire un ping sur l'interface face Ethernet. Donc, je fais 192.168.1.126.
126. Alors maintenant, je vois, et le ping, il arrive. Il va et revient. Donc, les choses semblent bien marcher. Donc, je vais compléter, je vais faire pareil sur R1. Je dois lui dire comment atteindre l'autre réseau, le réseau LAN 2. Donc, je vais sur PC1. Je récupère la console de R1. Je valide. User Verification. Alors, c'était quoi? C'était User Pass sur R1. Enable Super User Pass. Je valide. Donc, j'affiche la table de routage. Show IP route. Il ne sait pas atteindre le réseau LAN de R2. Donc, je peux vérifier avec le ping 192.168.1.158. Donc, ça, c'est la passerelle au niveau du LAN. Effectivement, le paquet ne va pas parce que R1 ne connaît pas comment arriver là-bas. S'il arrivait, on pourrait répondre parce qu'on connaît déjà R1, tous ces réseaux. Le problème est que R1 lui-même ne délivre pas le paquet. Donc, je configure la route statique, conft IP route. Alors, il s'agit de quel réseau? 192.168.1.128. IP route 192.168.1.128 avec comme masque /24. Donc, 200. Non, plutôt un /27 qui aura donc .224 à la fin. Comment on y arrive? Donc, à partir de R1, il faut passer sur l'interface S20. Cette interface que je renseigne ensuite. S20. Je valide. Je reviens sur la racine avec CTRL Z. Si je refais mon ping, je peux rappeler la commande en appuyant la touche O. Hop, les touches directionnelles O. Donc, ping vers la même adresse, cette fois image. Donc je suis capable d'aller plus loin que seulement dans les réseaux directement connectés. Alors ça, je peux aussi le vérifier pour les postes. Est-ce que le PC1 est capable de faire un ping sur PC5? Donc je vais d'abord effacer tout ce qui est affiché sur le panel de simulation. Donc je fais paquet qui va de PC1, je veux qu'il arrive à PC5. Alors, on me dit en progrès, mais c'est un fail. Alors, ça ne devrait pas m'inquiéter plus que ça. Il y a des processus ARP qui sont mis en jeu. Donc, je vais essayer au moins 3 paquets avant de conclure. Alors, le deuxième image. Donc, ça voudrait me dire la communication, elle passe. Je reprends le paquet PC1, PC5, de troisième image. Donc, tout se passe a priori bien. Je pars sur PC1 en ligne de commande. Donc, je ferme la console. Je prends la ligne de commande. Je fais un ping sur le serveur, par exemple. C'est 192.168.1.129. Le serveur DNS, si vous vous rappelez. J'attends. Le premier paquet est chaud, mais le deuxième marche. On n'avait pas encore communiqué avec le serveur. Donc, il y aura besoin d'un processus ARP dans ce LAN-là pour avoir son adresse MAC. Alors, je peux demander avec qui jusqu'ici PC1 a déjà communiqué. J'affiche son cache ARP. Donc, je fais ARP-A. Donc, je vois bien qu'il a communiqué avec celui qui a cette adresse, la pointe 2. Il a également communiqué avec sa passerelle. Et je peux voir quelle est la valeur de l'adresse MAC de ces deux-là. Je vois bien que l'apprentissage s'est fait de façon dynamique. C'est pendant les échanges que le cache a été renseigné. On aurait pu avoir statique. Je peux aller sur le routeur R2 à partir de la console, donc le PC5. Je vais avoir le cache ARP du routeur. Il fait aussi des correspondances adresse IP, adresse MAC, puisqu'il est dans un réseau Ethernet. Pour afficher son cache ARP, on va plutôt utiliser, comme c'est un routeur, la commande show ARP. Donc là, je vois, il a 3 entrées. Une qui correspond à PC5, une autre au serveur, une troisième, cette fois-là, qui correspond à lui-même. Donc, vous voyez, un tiret pour dire ça a été appris depuis combien de temps. On ne renseigne pas. Donc, c'est de façon statique. Alors que les autres, c'est depuis 1 minute.
qu'il a pris cette adresse MAC. Donc, 4 étapes pour configurer le routeur, pour avoir une configuration de base. Je lui propose un nom d'hôte. Je sécurise les différents accès, la console, le mode privilégié, l'accès à distance. Je configure les interfaces et enfin, je configure le routage. Pour le moment, le routage qui a été présenté, c'est juste le routage statique. C'est l'administrateur lui-même qui dit au routeur comment atteindre les réseaux distants. D'accord? Par la suite, ce que je peux faire, si mon routeur redémarre, tout est perdu. Puisque tout ce que je tape est gardé en mémoire. Il faudrait penser à enregistrer toutes les configurations réalisées jusqu'ici en mémoire. Donc j'utilise la commande copy running config startup config. Donc la source, c'est running config, c'est-à-dire la configuration qui est actuellement exécutée. Je vais enregistrer ça avec startup config, c'est-à-dire la configuration lors du démarrage. Donc, je vais sauvegarder mes configurations. Il me propose un nom. J'accepte par défaut. Quand il met entre crochets, ça veut dire que si je valide, il va proposer ce nom comme nom du fichier qui sera sauvegardé. Donc là, il me dit building configuration, OK. Alors, par la suite, si je redémarre mon routeur, je n'aurai pas perdu la configuration. Chaque fois qu'il va redémarrer, il va revenir avec tout ce que j'ai tapé. Donc, je n'aurai pas besoin de le reconfigurer. Je fais la même chose sur R1. Je prends la console, je fais un copy run startup config. Je valide. J'ai sauvegardé mes configurations. Alors, comme mes routeurs ont déjà une configuration initiale, j'ai plus besoin du câble console pour les configurer. Je peux passer par le réseau pour modifier la configuration de mes routeurs. Donc pour cette raison, je clique d'abord dans le vide pour être sûr que je ne vais pas supprimer un équipement qui sera sélectionné actuellement. Je clique dans le vide, je prends dans le panel droit l'objet de suppression, je clique sur le câble pour enlever le câble console, je clique également là. Ensuite, je reprends le curseur. À partir de n'importe quel poste, je peux me connecter sur n'importe quel routeur. Il suffit que je teste que ce poste peut faire un ping vers le routeur. Par exemple, PC4 qui n'a pas encore communiqué, je lance la ligne de commande dessus. Je teste, est-ce que je peux arriver jusqu'à R2? Alors, je tape une des adresses IP que possède R2. Par exemple, 192.168.1.158. C'est l'adresse du côté face Ethernet. Je valide. Ça répond. Je peux atteindre R2 de PC4. Ensuite, donc, si je veux configurer R2 à partir de PC4, mais cette fois-là par le réseau, je fais telnet 192.168.1.158. Je valide. Il me dit user name. Il y avait 2 utilisateurs que j'avais créés dans ce routeur. Toto, je me souviens plus de son mot de passe. Et puis Camge. Camge, au moins, je me souviens du mot de passe. Le mot de passe, c'est mypass. Donc, comme je connais, là, j'ai le prompt R2. Je suis sur R2. Je fais enable. Même mode. Donc, il me dit, c'est super user pass 2. Je suis sur le routeur en mode privilégié. Et là, je peux afficher par exemple la table de routage. Donc, show IP route. Je valide. Je vois bien qu'il y a 3 routes, 2 qui sont directement connectées, une qui est statique. Je peux même redémarrer le routeur à distance. Dans la réalité, ça voudrait dire par exemple mon routeur il se situe à Douala, à partir de mon poste qui est connecté dans notre réseau local. Je peux faire un ping sur le routeur situé à Douala. Là, je suis dessus. Et puis, je fais par exemple un reload. Je dis, je veux redémarrer ce routeur là. Donc, là, vous voyez, les liaisons sont passées au rouge. Il est en train de redémarrer. Si je valide, moi, j'ai perdu la connexion. Donc, je peux plus être dedans puisqu'il est en train de redémarrer. Alors, par la suite, vous voyez, ça repasse au vert.
Donc, il a terminé son démarrage a priori. Je peux faire, par exemple, faire un ping là-dessus. 192.168.1.158. Est-ce qu'il a terminé? Oui, il a terminé. Donc, je peux refaire mon telnet dessus. Comme que mypass. Je suis dessus. Enable. Super user pass 2. Et d'ailleurs, pendant que je suis en train de configurer R2, je peux ne pas interrompre ma connexion Telnet et lancer un Telnet sur R1. Donc 192.168.1.129. Non, c'est pas 129, c'est plutôt 126. 129 étant le serveur DNS. Vous voyez, de R2, je suis plus sur PC2. J'étais sur PC4 plutôt. Je suis allé sur R2 avec un telnet et à partir de R2 j'ai lancé un telnet sur R1. Alors le mot de passe telnet là-bas, je me rappelle, il s'appelait virtual pass. Là je suis maintenant sur R1. Enable super user pass, peut-être que défini sur R1. Donc je tape ce que j'ai à taper. Alors là, j'ai tapé quelque chose qui ne veut rien dire. Il faut faire très attention. Quand vous tapez une commande qu'il ne connaît pas, il ne vous dit pas très souvent au début qu'il ne connaît pas. Il va essayer de voir, est-ce que c'est pas un DNS? Est-ce que le nom que je viens de taper, il peut pas résoudre à travers un serveur DNS? Donc, généralement, quand il le fait, donc quand il dit translating ce que vous avez tapé, domain name server, il faut patienter un moment. Donc il faudrait pas taper autre chose, sinon ça va répéter le processus. Vous patientez 1 ou 2 minutes, après il vous redonne le prompt gentiment. Donc là on va patienter. Le prompt il est revenu. On continue à partir de là. Alors, je vais présenter d'autres éléments. Vous pouvez faire tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a réalisé maintenant, aussi en simulation. Alors, par exemple, en simulation, je prends un paquet de PC1 vers PC5. Et pendant que le paquet est en cours, je fais un paquet de PC4, PC3 vers le serveur. En principe, en fait, comme les deux sont dans ce réseau, les deux paquets vont être envoyés en même temps. Donc, je fais capture forward. Le paquet de PC3 vers le serveur arrive au hub. Le paquet de PC1 vers PC5 arrive au switch. Ensuite, il n'y a pas de collision. Tout se passe correctement. Le switch connaissait déjà que pour aller vers PC5, il doit passer par la passerelle. Il a renseigné dans la table ARP que je peux vérifier en prenant cette loupe, en cliquant sur le switch et en disant je veux voir dans la table de commutation, dans map table. Je vois bien. Alors il faudrait que je sache quelle est l'adresse du routeur. Ça aussi, je prends là, je pointe dessus. Je vois que sur la face Ethernet, l'adresse MAC renseignée c'est 0030 A3. Donc là, dans ma table de commutation, je vois bien que 0030 A3 est sur le port face Ethernet 01. Il ne va pas balancer ce message au hub. S'il l'avait fait, j'aurais eu une collision. Alors le message vert clair de PC3 vers le serveur arrive au niveau du commutateur. La copie qui arrive au niveau de PC4 est détruite car il ne voit pas là-dessus son adresse MAC. On va emballer le paquet dans une trame qui est destinée également à la passerelle. Donc les choses se passent correctement. Pour le moment, Switch ne connaît pas l'adresse MAC de PC3. Il ne sait pas. Il ne faudrait pas que je dise des bêtises. Pourquoi est-ce que le switch balance le paquet qu'il a reçu de PC3 au-delà? Alors je peux vérifier que contient ce paquet. Alors comme adresse
MAC de destination, c'est une diffusion. Ah, il est en train de demander la MAC de la passerelle. Il l'a pas encore. Bon, c'est correct. Le switch le balance sur tous les ports. Donc on avance, il répond. D'accord. Pendant ce temps, le paquet de PC1 continue sa route vers PC5. Donc, il obtient la MAC. Donc PC5 a déjà reçu le paquet de PC1. Il est en train de répondre. Pendant ce temps, PC3 vient d'obtenir la MAC de la passerelle. Il prépare donc son paquet vert, le paquet violet, je peux le voir ici, qui est le paquet de PC3 à destination de PC, non, du serveur. Je continue. La réponse en vert de PC5 vers PC1 revient. Ah, c'était pas la réponse. Je peux rentrer. C'était quoi? Il s'agit en fait de la requête ARP. Lorsque PC1 envoie son message vers PC5, arrivé à R2, R2 n'a pas encore la marque de PC5. Donc, il fait d'abord une requête ARP. C'est ce qu'il est en train de faire. Pendant ce temps, PC3 a obtenu déjà l'adresse MAC de RE1. Donc, les deux processus sont concurrents. Ça se passe à la fois. Il répond. Et le paquet s'en va. Donc, pour le paquet de PC1 vers PC5, il a échoué. Alors que celui de PC3 vers le serveur, le serveur est en train... Alors, on demande aussi la MAC du serveur. D'accord? Le serveur maintenant peut répondre quand il a déjà redonné sa MAC au routeur. Et le routeur achemine le paquet vers PC3. D'accord? Le paquet qui a échoué tout à l'heure, c'est celui de PC1 vers PC5. On peut reprendre. Je reprends le même paquet vers PC5. Cette fois, il doit marcher. Parce qu'en principe, on a déjà l'adresse MAC de PC5. Donc, il marche. PC5 répond. Donc, tout se passe correctement. Alors, pour simuler une collision, je prends par exemple un paquet de PC3 vers PC2. En même temps, je veux que PC4 communique avec PC1. Ils sont dans le même domaine de collision, PC3 et PC4. Quand je lance le paquet, au niveau du hub, du concentrateur, il y a une collision. Donc, c'est matérialisé par ces flammes. Et la collision est propagée à tous les équipements du domaine de collision. Pour leur dire, attention, il y a eu des problèmes. Endormez-vous et réveillez-vous plus tard. D'accord? Donc, je repasse en mode réel. On peut arrêter la simulation